Et on va commencer du coup avec ce sujet EDHEC et SEC qui nous était proposé. Ce sujet, alors on en parlait justement off tout à l'heure avec Léna, où on s'est un peu trompé parce qu'on nous a d'abord dit que le sujet était au singulier de l'image, et en fait c'était des images, et donc ça change un petit peu certaines choses. Mais bon, je vais laisser Léna en parler. Donc Léna, toi, tu es rédac chef chez Major Prépa de Culture Générale, et puis tu es jeune agrégé de philo, normalienne, voilà pour les présentations. Léna, je te laisse nous dire déjà ce que tu as pensé de ce sujet. Ouais, alors déjà peut-être rappeler les sujets. Donc je crois pour les ECT, il me semble que c'était les images chez la vie, c'est ça. Et pour EDHEC et SEC, du coup, puisque tu t'es trituré les méninges dessus, je te laisse en parler un peu mieux que moi sans doute. Alors, le sujet pour EDHEC et SEC, c'était le mystère des images. Et alors, attention, c'était le mystère des images, donc au pluriel. C'était pas le mystère de l'image, parce qu'on m'a d'abord communiqué le mystère de l'image, ce qui n'était pas bon, le mystère des images, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais on va revenir dessus. Il y a plusieurs choses qui étaient très importantes dans ce sujet, et notamment le pluriel. Mais ça, on reviendra dessus quand on fera l'analyse. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était un sujet très chouette. Alors, c'est un sujet plutôt classique sur l'image, puisque, mais pareil, on va revenir dessus, ça concerne vraiment la nature de ce que révèle ou pas l'image, c'est-à-dire est-ce que l'image révèle quelque chose de vrai, et surtout est-ce que l'image révèle quelque chose de connaissable, quelque chose de saisissable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement classique sur l'image. Mais la manière dont le sujet était tourné, c'est-à-dire que le sujet, c'était pas l'image est-elle un mystère ou l'image produit-elle du mystère, c'était vraiment le mystère de l'image. Et c'est ce qu'on appelle un sujet génitif. Donc le D, enfin le mystère des images, pardon. Le D, c'était un peu ce qui posait une difficulté. Alors c'est souvent le cas pour HECEM Lyon de poser des sujets de cette manière-là. Je ne sais pas trop si c'est souvent le cas pour ESSEC et EDHEC, mais un peu moins. C'est un peu moins le cas, ouais, parce que ESSEC et EDHEC, il me semble qu'ils ont un peu plus l'habitude de proposer des sujets sous forme de questions. Et après, ça peut dépendre des candidats, mais en général, c'est quand même un peu plus difficile à problématiser les sujets sous forme de génitif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une question d'emblée. Et donc, c'est à nous d'essayer de produire une question qui ne soit pas artificielle, qui ne soit pas superficielle, mais qui doit quand même être problématisée. Et donc, c'était un peu la difficulté. Enfin, comme tout sujet de dissertation, même quand vous avez un sujet sous forme de question, il faut produire une problématique. On va en reparler. Donc, je trouve que c'était un sujet assez chouette. Évidemment, le terme de mystère était un peu mystérieux, mais c'est comme tous les sujets de dissertation, et pour celles et ceux qui passent HECEM Lyon, c'est aussi le cas. Il faudra absolument que vous analysiez les termes qui ne sont pas au programme dans le sujet. Et ça, c'est le moment où ça peut poser un petit peu problème, parce qu'en fait, ce n'est pas facile à définir le terme de mystère. Et donc, ce n'est pas forcément facile de problématiser un sujet avec ce terme-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le sujet était chouette. Ok. Ouais, ce que tu disais, les sujets dits génitifs, ils sont plutôt dans la tradition d'HECEM Lyon. Ouais. On a eu le Crépuscule de la vérité en 2015. Le livre de la nature, je crois que c'était à ESSEC et EDHEC en L'épreuve revanche. du monde, alors plus récemment, l'épreuve du monde. Alors l'année dernière, le sujet HECEM Lyon, bon, ça on en reparlera vendredi, mais le sujet HECEM Lyon de l'année dernière, c'était un peu particulier parce que c'était une citation tronquée, mais une citation. Message homme à violence, ouais, mais c'était assez inédit. Personnellement, j'ai l'impression qu'HECEM Lyon, est beaucoup plus, on est beaucoup plus enclin à avoir des sujets qui ne sont pas des sujets questions. Et c'est aussi pour ça que c'est une banque d'épreuves difficile. Mais là, c'était aussi le cas pour ESSEC et EDHEC. Donc, effectivement, parce que là, je suis en train de voir la question qu'a posée la personne. Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une remarque. Effectivement, c'était pas simple. Alors, c'était pas un sujet simple du tout. Et surtout, un des gros pièges de ce sujet-là, mais c'est le cas pour la plupart des sujets génitifs, même pour tous les sujets génitifs, ou en tout cas tous les sujets qui ne se posent pas sous forme de questions et qui donc ne montrent pas une opposition immédiate et directe. Le gros problème, c'est que c'est à vous de trouver de la tension, l'opposition, bref, le problème. Et donc, le premier piège dans lequel il ne fallait pas tomber, il y en avait plusieurs, mais le premier piège, mais ça c'est commun pour toutes les dissertations, c'était de faire un plan thématique, c'est-à-dire grand 1, le mystère des images, c'est ça, grand 2, mais c'est aussi ça, grand 3, mais c'est aussi ça. Ça, c'est mort. Enfin, vraiment, il ne faut pas le faire. On va revenir dessus plus en détail, mais c'est en ça que c'était un sujet un petit peu difficile. Ouais, je réponds juste à Annelle. Ouais, le sujet, il est en ligne, donc c'était le mystère des images, c'est ça, hein. Oui. Et l'analyse est aussi en ligne. Alors, ne le corrigez pas encore, mais ça va arriver relativement vite. Mais je vous ai mis dans le chat YouTube le lien de l'analyse qui a été produite par Léna. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi. Alors, on va y revenir bien sûr à l'oral,
Mais si vous voulez un truc un peu plus structuré à l'écrit, bien sûr, vous pouvez regarder. Dire que le mystère était l'inconscient pouvait fonctionner. Répondez, pitié. D'accord, alors, mais on va répondre. Déboussolé. Alors, juste pour... ça vaut pour la personne qui a posé la question, mais aussi pour toutes celles qui regardent. Là, vous sortez de l'épreuve, vous vous dites peut-être, est-ce que j'ai bien fait? Si vous regardez ce live, c'est peut-être le cas. Vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mis tout ce qu'il fallait mettre? Tout ce que je vais dire n'a pas du tout vocation à être exhaustif, d'accord? Vos copies ressembleront forcément à autre chose que ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y aura des éléments que vous avez intégrés, peut-être que non. Donc vraiment, si ce que je dis, c'est des choses que vous n'avez pas faites, c'est pas forcément catastrophique. Et à l'inverse, si vous avez fait des choses dont je vais pas parler, c'est pas forcément catastrophique non plus. Maintenant, est-ce que le mystère, c'était l'inconscient? Alors, on pouvait effectivement, je vais pas trop en parler dans ma proposition de corriger parce que c'est pas trop la voie que j'ai choisi de prendre, mais on pouvait parler de l'inconscient. Alors, parler de l'inconscient, ça veut tout et rien dire, mais dans l'image, c'est-à-dire dans la contemplation, du côté du spectateur, mais aussi du côté de l'artiste, hein, aussi du côté de la personne qui produit l'image ou des personnes qui produisent les images, il peut y avoir une part d'inconscient. Alors, je vais en parler un tout petit peu quand on va parler de Kant, quand on va parler des auteurs que vous auriez pu utiliser. Il peut y avoir une part d'inconscient. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une part d'involontaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un mystère dans l'image. Donc, parler de l'inconscient, même si évidemment, je ne sais absolument pas comment la personne en a parlé de manière détaillée, et en fait, ça n'a pas grand sens comme ça, sans avoir la copie en entier, mais ce n'est pas du tout forcément hors sujet. Juste, voilà, il ne faut pas balancer la notion d'inconscient comme ça, parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre, mais ça peut être tout à fait dans le sujet. Ok, très clair. Enel, ouais, donc pardon, si tu parlais du sujet de maths, alors le sujet de maths appli à pro est déjà en ligne, celui de CT, on est en train de le mettre, et les analyses arrivent après l'analyse de culture générale. Donc ouais, je reviens sur la question de Kylian aussi, qui est, je pense, intéressante, parce que c'est souvent qu'on se pose dans un sujet comme ça, avec un génitif. Est-ce que tu dois considérer que c'est les images qui ont un mystère ou l'inverse? Donc évidemment, c'est une question assez légitime, et surtout, même plus généralement, comment tu faisais pour traiter la notion de mystère? C'est pas une notion du programme de philo de terminale, par exemple, où je passais pas la beauté de l'image ou la vérité de l'image, j'en sais rien, un truc où en fait tu es capable d'articuler parce que tu as écouté tes cours en terminale. Philosophiquement, ou en tout cas en culture généralistiquement, comment on pouvait traiter cette notion de mystère? Alors attention, parce que justement, je vais revenir sur cette histoire de double génitif qui est cruciale. Le double génitif, c'est pas juste d'inverser le X et le Y. Quand vous avez un sujet génitif, ça veut dire que vous avez un sujet sous la forme le X du Y. Et quand on fait de la méthodologie, en général, on apprend que quand on a un sujet de ce type-là, ce qui est très intéressant, voire très important, ce qui est donc nécessaire, pas suffisant, hein, mais nécessaire, c'est de s'intéresser à la fois à ce qu'on appelle le génitif objectif et à ce qu'on appelle le génitif subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le génitif, c'est de la possession, d'accord? Le mystère des images, ça veut dire les images ont un certain mystère. Ça, c'est très bien. C'est, si vous voulez, le premier sens du mystère des images. C'est effectivement, il y a quelque chose de mystérieux dans les images, au sein de l'image. Au sein des images, en l'occurrence. Mais il y a aussi un deuxième sens qui est le moment où, en fait, si vous voulez, les images deviennent l'agent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'elles possèdent un mystère, c'est qu'elles sont productrices de mystère. Et ça, c'était quelque chose qui était très important, notamment parce que, en fait, même si vous ne saviez pas que, déjà, ça s'appelle un génitif et qu'en plus, il y a cette histoire de génitif objectif et subjectif, bon, vous n'êtes pas des grammairiens, vous n'êtes pas non plus censés le savoir, mais même si vous ne le saviez pas, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand l'image produit, c'est-à-dire quand l'image figure quelque chose, et par définition, l'image figure quelque chose, que ce soit volontaire ou non de la part de l'artiste ou de l'image, peu importe, elle figure, ça veut dire qu'elle contient à la fois un objet, mais ça veut dire aussi, ça c'est sa nature, mais ça veut dire aussi qu'elle a le pouvoir de reconfigurer cet objet-là. Et c'est en ça qu'il y a un double génitif, c'est-à-dire qu'il y a un double enjeu dans ce sujet-là. Ça, c'est aussi ce que je vous ai mis dans le corrigé de manière un tout petit peu plus détaillée, c'est que, en fait, ce sujet-là, le mystère des images, il faisait quelque chose de très important et de très intéressant, c'est qu'il confondait, mais au sens, c'est pas du tout pour critiquer les concepteurs, c'est vraiment, c'était tout à fait délibéré, c'est il y a une confusion préalable dans le mystère des images entre la nature de l'image, qui est de représenter, et le pouvoir de l'image, qui est de représenter quelque chose qui peut être faux et qui peut être mystérieux.
Et donc, c'était sur cette tension-là qu'il fallait problématiser. Donc, parce qu'il me semble que ta question préalable, c'était comment analyser le mystère, comment analyser le sujet. Ouais, c'est ça. Comment t'articules le mystère avec En fait, la notion de l'année, quoi. Là, il fallait que vous vous posiez, mais pour tous les sujets de dissertation, c'est la même chose, d'accord? Vous allez forcément être déstabilisé si vous passez HEC ou M Lyon, notamment parce qu'effectivement, les termes que vous aurez dans le sujet, alors évidemment, il y aura l'image ou les images, ce qui n'est pas la même chose, mais il y aura forcément l'image. Ça, vous savez le définir, mais ça ne va pas se jouer là-dessus. Parce que vous êtes tous des bons élèves, vous savez tous définir l'image, ça va se jouer sur votre analyse du sujet. Et donc, sur votre capacité à être résilient face à la déstabilisation, d'avoir un terme, ou même parfois deux termes, que vous n'êtes absolument pas habitué à définir, et c'est cet effort de définition qu'il faut faire. Vous avez le mystère, et là, vraiment, posez-vous, prenez du recul pendant 5 minutes et dites-vous, mais c'est quoi un mystère? Et alors, le conseil que j'aurais pu vous donner, mais enfin que je vous donne maintenant, même si l'épreuve est finie, c'est penser tout simplement et tout bêtement à une enquête policière. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête policière? C'est un moment où vous avez un mystère, c'est-à-dire qui a commis tel ou tel acte, et ce mystère-là, il a un objet qui n'est pas connu, qui n'est peut-être pas connaissable, mais qui en tout cas n'est pas connu, qui n'est pas encore saisi, et qu'il va falloir saisir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Tout simplement, c'est une énigme, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est une question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Et le but du mystère, et c'est là que vous avez une tension dans le terme de mystère, le but du mystère, c'est de le résoudre. Enfin, notre but, en tout cas, face à un mystère, c'est de le résoudre. Donc, ça veut dire que dans le mystère, vous avez à la fois quelque chose qui n'est pas connu et quelque chose qui vise à être connu. D'accord? Et donc, toute la question, mais je serai un petit peu plus exhaustif sur la problématisation après. Toute la question, c'est, d'illustrer en quoi l'image est soit un mystère en elle-même, génitif, subjectif, soit productrice de mystère, génitif, objectif, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Et deuxième enjeu, dans quelle mesure ce mystère est à la fois quelque chose qu'on décèle et à la fois quelque chose qu'on veut résoudre. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que l'image nous montre quelque chose qu'en fait elle ne montre pas, c'est-à-dire qu'en représentant, elle cache, elle a ce double geste-là. Et dans quelle mesure, en fait, il faut que la personne qui contemple, parce qu'en fait là, on se plaçait vraiment du côté, a priori, du spectateur, même si on parlera aussi du rôle de l'artiste après, puisque c'est très important, dans quelle mesure est-ce que ça va être au spectateur de déchiffrer cette énigme-là et de soulever, de résoudre ce mystère. Ok, parfait, super clair. Peut-être avant de passer, donc là, il y a les questions sur est-ce que j'ai bien fait de mettre ça en deuxième partie, en troisième partie, machin, ce qui est plutôt logique, mais on va y répondre. Juste, il y a pas mal de questions préliminaires que je trouve super intéressantes. VL qui nous dit, ouais, sur l'aspect sémantique, quelle distinction, c'est ce que tu dis aussi souvent, bon, c'est quoi les termes connexes et c'est quoi la différence, pourquoi un mystère, c'est pas une énigme, pourquoi c'est pas un secret, etc. Qu'est-ce que tu peux dire pour répondre à Alors, VL, en l'occurrence, je vais d'abord parler de la différence entre énigme et mystère, et ensuite je parlerai de la différence, enfin, du troisième terme de secret. Ouais. L'énigme, c'est toujours une question. D'accord? C'est toujours une question qui vise à laquelle on vise, à répondre. Le mystère, c'est pas forcément une question. Le mystère, ça peut être un sens, ça peut être une représentation. Par exemple, on regarde une image, on sait pas trop ce qui est représenté, et donc le mystère, réside là-dedans. Le secret, donc si vous voulez, l'énigme et le mystère, en fait, je suis pas sûre qu'il faille faire une grande différence entre les deux. En revanche, tous les deux, pour l'énigme et le mystère, c'est des choses qu'on veut résoudre. Okay. Alors que le secret, a priori, au contraire, c'est quelque chose qui veut être tu. Okay, c'est quelque chose qu'on veut taire et qui n'a pas vocation à être révélé. Donc, à mon avis, c'est un peu ça la différence. Après, je suis pas. Alors, effectivement, c'est important de faire des distinctions, d'être un peu nuancé, mais ça, on en reparlera aussi un peu plus tard. Bon, je pense que c'était pas non plus nécessaire de se trifouiller la tête pour essayer de faire une grosse distinction entre les trois. En tout cas, je pense pas que c'était nécessaire pour traiter ce sujet-là. Ouais, mais entre secret et mystère, c'est que mystère, il y a potentiellement personne qui connaît la réponse, alors que secret, par définition, il y a des gens qui détiennent la vérité et qui cherchent effectivement, c'est le principe du secret, à ce que d'autres personnes ne la découvrent pas, ne la connaissent pas. Oui, en fait, c'est l'aspect volontaire du secret, c'est-à-dire que le secret vient forcément de quelqu'un. Il y a une information, il y a un fait, quelque chose qui s'est passé, ou voilà. Et cette personne-là ou ce groupe de personnes
ne veut pas que ça se sache. Et après, est-ce que ça se sait ou pas? Voilà. Alors que le mystère, il peut être complètement involontaire. C'est-à-dire que, et là, j'anticipe un petit peu sur ce que je dirais quand on parlera un peu plus exhaustivement du corrigé. Quand l'artiste crée une œuvre, cette œuvre peut devenir mystérieuse alors même qu'il ne l'a pas voulu. Pensez tout simplement à un moment, à quelque chose qui vous est sans doute arrivé à tous et à toutes. Vous sortez d'un film et vous n'avez rien compris. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beaucoup trop ésotérique, j'ai rien compris, je ne sais pas où le réalisateur a voulu m'emmener, je ne suis même pas sûre qu'il ait voulu m'emmener quelque part. Et en fait, la vérité, c'est que parfois, il y a des œuvres comme ça, et donc des images qui sont très mystérieuses, et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens caché derrière ça? Et en fait, il n'y a pas de sens caché, tout simplement. C'est juste que voilà, ça a été fait d'une certaine manière, qui fait que c'est mystérieux pour certaines personnes et pas pour d'autres. Alors, par exemple, il y a un réalisateur, j'ai plus son nom. C'est ça. Putain, il est mort. En plus, c'est un réalisateur, pardon. Ah oui, Lynch, voilà. Il y a un réalisateur, par exemple, pour qui ça peut faire ça quand vous sortez de ces films, c'est David Lynch, d'accord? Ou même quand vous regardez Twin Peaks, qui est sa grande série, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine, le gars? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas. Et en fait, parfois, il n'y a juste rien à comprendre, d'accord? Il n'y a juste pas de sens à l'image. En tout cas, elle n'existe pas pour qu'on lui donne du sens. Okay. Et c'est la différence entre le secret et le mystère. C'est-à-dire que peut-être qu'un auteur a voulu que le sens des images qu'il a produites soit secret, mais c'est pas la même chose que de vouloir que quelque chose soit secret que de vouloir que quelque chose soit mystérieux. Donc c'est vraiment l'aspect intentionnel qui joue dans la différence entre tout ça. Okay. Donc il fallait tenir compte de ça effectivement dans le sujet. Oui. En tout cas, l'aspect intentionnel, fallait le prendre en compte. Maintenant, distinguer secret de mystère, je ne pense pas que ça se jouait exactement là-dessus. Oui, d'accord. Ouais, très clair. Autre chose, alors ça, on en avait parlé la dernière fois. Ce qui est pratique, entre guillemets, avec le terme, la notion d'image, c'est qu'il y a 3 acceptions. Oui. Et donc, Gabriel dit, un truc qui m'a aidé, c'est de tourner autour de ces 3 acceptions. Est-ce que toi, c'est ce que tu as fait? Est-ce que c'est ce que tu recommandes pour un tel sujet? Alors, bon, il y a beaucoup plus que 3 acceptions, hein, parce que, bon, on parle souvent des acceptions grecques. Donc, l'icône, l'illusion et l'idole, respectivement l'icône, le fantasma et l'eidolon. Il y a aussi les acceptions latines, il y a aussi les acceptions allemandes, par exemple, qui sont extrêmement, extrêmement pratiques. Ouais. Dans le corrigé que je vous propose, je distingue notamment les 2 grandes acceptions, parce que le fantasma, c'est quelque chose qui vient un petit peu en troisième, entre d'une part l'icône, qui est volontairement image, et l'eidolon, donc l'idole, qui est une image, mais qui ne s'assume pas comme telle, et qui donc a un pouvoir particulier, qui est de tromper tout en ne disant pas qu'elle trompe. Alors que pour l'icône, c'est différent, parce que l'icône s'assume comme représentation. Donc effectivement, ce que dit cette personne, Gabriel, c'est une très bonne idée. Alors par contre, et ça je vous l'ai aussi dit la dernière fois, et je vous le dirai aussi vendredi, et je le dis pour les personnes qui passent à HECM Lyon, c'est pas parce que vous distinguez les 3 acceptions de l'image que c'est suffisant. C'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. Si vous faites quelque chose de très artificiel du style le mystère de l'icône, le mystère du fantasma, le mystère de l'eidolon, et qu'en fait vous ne faites rien de cette différence-là, si c'est juste arbitraire et si c'est juste artificiel, ça n'apporte rien. Au contraire, il ne faut pas du tout que ça vous enferme dans une sorte de plan préconçu où vous vous dites, dans tous les cas, peu importe le sujet, je calme mes 3 différents types et advienne que pourra. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose de cette différence-là, de cette tripartition. Mais ça, j'y reviendrai quand je parlerai de la problématique. Ok. Bon, bah ça tombe bien parce qu'il y a 40 000 questions sur la problématique. Alors, une qui ressort pas mal, je prends celle de Charles. Peut-on résoudre les mystères des images sans les amoindrir? Alors, je ne sais pas si le terme amoindrir est juste, mais en tout cas, il y avait pas mal de problématiques. Alors, syntaxiquement, enfin, grammaticalement, c'est dit comme ça, c'est pas exact. Mais par contre, l'idée est très bonne. En tout cas, je pense que c'était la problématique. Est-ce que tu veux que je revienne maintenant sur le détail de la problématisation ou est-ce que tu veux qu'on revienne dessus après les questions? Non, je pense que c'est autant que tu répondes à la question justement en problématisant. Donc, tu avais déjà, juste pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, est-ce que tu peux rappeler du coup la mise en tension que tu proposais? Alors, je n'ai pas encore parlé exactement de la mise en tension. Pour l'instant, je vous ai fait, disons, après je réponds à la question de cette personne justement dans le même geste. Là, pour l'instant, on était, si vous voulez, à l'analyse des termes, mais disons séparément. Ouais. Vous avez l'image, une tripartition, mais de manière générale, qu'est-ce que c'est que l'image? Une image, c'est quelque chose qui représente, c'est quelque chose qui figure. Et par définition, ça veut dire que l'image dévoile. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre quelque chose, d'accord? Elle met en lumière quelque chose.
que ce soit le modèle ou que ce soit autre chose qu'elle crée, elle met en lumière quelque chose. Et donc, par définition, l'image n'a rien de mystérieux. Pourquoi? Parce que son but, c'est de montrer. Le mystère, c'est quelque chose qui se cache, ok? Ou qui se cache en grande partie. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas élucider complètement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement saisir, du moins dans un premier temps. Alors que l'image, c'est de la monstration, d'accord? Quand on contemple une image, on voit quelque chose, alors que le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, quand vous avez défini le mystère comme quelque chose justement qui cache, vous trouvez déjà une première opposition entre, d'un côté, ce qui est mystérieux, c'est-à-dire ce qui est caché, en fait, en partie ou entièrement, et d'un autre côté, l'image qui, par définition, met en lumière. Donc déjà, à ce moment-là, parler du mystère des images, bah, en fait, c'est presque un oxymore. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté quelque chose qui cache et quelque chose qui dévoile. Mais, et c'est là, c'est très important de comprendre que ce sujet, il parle à la fois de la nature de l'image, c'est-à-dire le fait que l'image représente par définition, et d'un autre côté, du pouvoir de l'image, c'est-à-dire qu'en représentant, l'image peut tout aussi bien cacher ce qu'elle représente, c'est-à-dire que l'image peut voiler ce qu'elle dévoile, notamment si l'image n'est plus une icône, mais si elle se fait fantasma, et a fortiori si elle se fait idole. C'est-à-dire que le but de l'image idole ou le but de l'illusion, par exemple, vous pouvez penser au mirage, vous pouvez penser au rêve, c'est d'avoir une part de mystère et c'est de ne pas assumer qu'elle a une part de mystère. Donc, l'attention, elle résidait là-dedans, et pour voir ça, il fallait vraiment se concentrer sur le pluriel, c'est-à-dire le fameux des images. C'est pas la même chose le mystère de l'image que le mystère des images. Pourquoi? Parce que quand on parle du mystère des images, déjà, on part du principe qu'il y a une pluralité d'images, et donc que toutes les images ne fonctionnent pas de la même manière. Mais en fait, c'était pas la nature des différentes images qu'il fallait interroger, parce que par définition, il y a une différence, si vous voulez, de degré entre toutes les images, mais il n'y a pas de différence de nature par rapport au fait qu'elles représentent toutes quelque chose. Une image, c'est tout le temps une représentation, que ce soit la peinture, le cinéma, le langage, la métaphore, c'est toujours une représentation. Par contre, le pouvoir de cette représentation peut être distingué entre une représentation donc, qui est une icône et qui n'a donc rien de mystérieux, a priori, et une représentation qui est une illusion et qui, elle, peut avoir quelque chose de mystérieux. Donc, si vous interrogez finalement, après avoir interrogé le mystère et les images, le pluriel, vous vous rendez compte que on ne peut pas parler de mystère pour toutes les images. Et donc, ça veut dire que quand on parle de mystère pour l'image, on amoindrit, pour reprendre le terme de la personne qui a posé la question, on amoindrit quelque chose, mais pas au sens où on amoindrit son pouvoir, parce que le pouvoir de l'image est toujours là, mais au sens où on part du principe que toutes les images ont un pouvoir trompeur. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment le problème vraiment de base de l'image, c'est mais c'est le topos platonicien de mais l'image c'est pas bien parce que ça voile. Bah non, c'est pas vrai en fait. Toutes les images ne voilent pas, et donc ça veut dire que dans l'expression le mystère des images, il y a déjà le préjugé platonicien selon lequel les images voilent, alors que c'est pas vrai de toutes les images. Et donc la problématique, enfin en tout cas le problème que vous deviez poser, qu'il soit formulé comme ça ou pas, parce que ça dépend aussi de la manière dont vous avez organisé l'intro, mais l'idée, c'était de se dire, d'un côté, oui, l'image a forcément quelque chose de mystérieux, à la fois dans sa nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle transfigure complètement le modèle, par définition, puisqu'elle le représente. Et en représentant, elle change quelque chose du modèle original, sinon il n'y aurait pas d'image. Sinon, ce serait juste le modèle. Sinon, il n'y aurait pas de représentation. Mais d'un même côté, elle est censée le montrer, ce modèle. Elle n'est pas censée le cacher. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler du mystère des images pour toutes les images. C'est-à-dire que parler du mystère des images, c'est peut-être manquer et amoindrir quelque chose dans la nature des images. OK. Ouais, alors ça, on va revenir là-dessus, je pense que c'est intéressant. Xali, ou je ne sais pas comment ça se prononce, Xali, on va dire, qui dit au début, vous avez justement dit que dans un sujet avec un génitif, il ne faut pas remettre en question la possibilité du sujet, en gros qu'il ne faut pas se demander si l'image est mystérieuse. Bah si, donc, bien sûr que si. C'est pas qu'il faut se demander si l'image est mystérieuse, c'est que par définition, elle peut l'être. Ça fait partie de ses pouvoirs. Ça fait pas forcément partie de sa nature, mais ça fait partie de ce qu'elle peut faire. Et donc, mais ça on en reparlera quand on parlera du plan, la première partie, mais comme toute première partie, et d'autant plus quand c'est une partie, quand c'est un sujet au génitif, c'était d'illustrer dans quelle mesure l'image est mystérieuse. Si vous avez passé 3 parties à montrer que l'image ne pouvait pas être mystérieuse, le jury, si vous voulez, il va se sentir un peu vexé. Alors, pas du tout. Ouais, c'est un peu, je te dis, ton sujet, en fait, il n'était pas pertinent, quoi.
Au sens où, ça ne veut pas dire que ce que vous avez... Oui, ça veut un peu dire ça. C'est pas forcément ce que vous avez pensé, mais en tout cas, c'est ce que ça peut faire transparaître. Et puis surtout, c'est quand même important de donner du sens au sujet. Ça, normalement, de toute manière, c'est déjà quelque chose que vous faites en intro, notamment si vous faites une accroche. Il faut absolument que vous preniez au sérieux le sujet en vous disant, mais pourquoi est-ce qu'on est amené à parler de l'image dans ces termes? Pourquoi est-ce qu'on pourrait être amené à penser l'image comme quelque chose de mystérieux? Et après, si vous avez envie de montrer que vraiment votre thèse très forte, c'est de se dire, mais en fait, non, l'image, c'est jamais mystérieux, il n'y a rien de mystérieux dans l'image, il n'y a que du dévoilement, mais enfin, libre à vous de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est dans le grand 2 et le grand 3. Mais à un moment donné de votre disserte, il faut absolument que vous donniez du sens au sujet. Absolument. Ok. Une autre question, donc on avait parlé de secret, d'autres termes connexes. Quid du champ lexical? Est-ce qu'on pouvait parler du côté mystique, voire magique? Alors, je ne connais pas la racine, j'imagine que mystique, c'est forcément comme mystère, en tout cas, ça vient du même mot. Magique, peut-être pas? Oui. Alors, je ne suis pas helléniste, enfin spécialiste en tout cas. Je pense que ça doit venir de la même racine, mais il faudrait regarder. Mais en tout cas, par contre, l'idée d'un pouvoir, et justement, ça c'est vraiment la question du pouvoir de l'image, qui serait magique au sens, qu'est-ce que c'est que la magie? La magie, c'est ce qui transfigure le réel, c'est ce qui va au-delà du réel. D'accord? Et le mystique aussi. Alors, le mystique, c'est pas exactement la même chose. Le mystique, c'est ce qu'on ne peut pas percevoir dans le réel plutôt. Et il peut y avoir de la spiritualité dans le mystique qu'il n'y a pas forcément dans le magique. Mais en tout cas, quelque chose qui parle de la manière dont l'image transcende le réel. Après, il faut expliciter comment. Ok, ça c'est très important. Il faut l'expliciter comment, pas juste dire voilà, l'image transfigure le réel et puis c'est super. Non, il faut dire comment. Par exemple, c'est le cas de la poésie, la métaphore notamment. Ça, c'était une piste extrêmement intéressante, mais plutôt vers la fin. Pourquoi? Parce que avant de montrer que l'image transfigure le réel, il faut montrer quel est son rapport avec le réel, d'accord? Il faut montrer de quel réel l'image est capable. Ensuite, on peut montrer qu'elle transfigure le réel ou pas, d'ailleurs. On peut aussi montrer qu'elle ne le fait pas. Si c'est bien démontré, les deux peuvent très bien être défendus. Mais par contre, le côté mystique de l'image, oui, ça peut être quelque chose de très intéressant, notamment l'aspect spirituel de l'image et l'image comme renvoi vers une transcendance, c'est-à-dire l'image comme renvoi vers un mystère. Moi, c'est la troisième partie que j'ai proposée dans le corrigé qui parvient tout à l'heure, quoi. Ouais, mais vous pouviez aussi aborder d'autres pistes, mais c'était une piste très intéressante. Ok. Bon, je propose la problématique de Tibbs, puisqu'il l'a remis 2-3 fois. Faut-il percer le mystère de l'image? Bon, évidemment, juste une problématique tout nue comme ça, c'est pas évident, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, le souci de cette problématique, en tout cas la manière dont elle est posée, je ne parle pas du fond, je parle vraiment de la forme, c'est le manque de tension. Et donc, ça ne veut pas dire que si cette personne a proposé cette problématique, c'est mort. Mais par contre, il faudrait voir la manière dont il a problématisé avant de formuler la problématique, c'est-à-dire, faut-il percer le mystère de l'image? Alors, ça peut être un problème, mais bon, il faut faire attention. Je ne dis pas du tout que c'est ce que cette personne a fait. Il faudrait voir l'intro en entier, mais il faut faire attention à la moralisation des sujets, surtout sur un thème comme l'image. On a souvent très envie de aborder d'emblée un prisme platonicien en se disant ah, l'image, c'est pas bien, il faut absolument que je découvre ce qu'il y a au-delà de la caverne. Là, l'image, c'est pas assez. Moi, il faut que je découvre le vrai et l'image, c'est pas le vrai. Bon, ça, encore faut-il le montrer. D'accord. Donc, faut-il percer le mystère de l'image? Ça pouvait être un enjeu, ça pouvait être un problème. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu principal, au sens où, quand vous avez une épreuve sur notion, une dissertation sur notion, ce qui compte, c'est surtout de se demander ce que les termes accolés à la notion font de la notion. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que penser l'image comme mystère nous permet ou pas de penser de l'image. Alors que si directement on part, si vous voulez, dans une posture un petit peu normative, c'est-à-dire faut-il, est-ce que je dois me débarrasser de l'image, est-ce que je dois absolument comprendre l'image, on risque de rater quand même quelque chose qui tient vraiment à la nature de l'image. C'est-à-dire qu'en fait là, quand on se demande s'il faut percer le mystère de l'image, on ne prend en compte que le pouvoir de l'image face à notre propre pouvoir à nous en tant que spectateur. Mais parler du pouvoir de quelque chose, c'est pas encore parler de la nature de quelque chose. Est-ce qu'on vous demande, vous, quand vous taffez sur une notion pendant plusieurs mois, pendant un an, c'est vraiment de vous intéresser à la nature de cette notion-là avant de vous intéresser à ses conséquences, à ses causes, à son origine, etc. C'est vraiment la nature de l'image qui était cruciale dans ce sujet-là et dans tous les sujets. Question que je trouve intéressante de Zen Magic aussi. Était-il intéressant, notamment en grand 3,
argumenter sur le fait que le mystère des images doit rester mystère et ne pas être révélé, car c'est ce mystère qui constitue la richesse des images. Et pour généraliser, l'idée que le sujet invitait à se demander si en fait il fallait résoudre quelque chose, quoi. Enfin, Oui, bah oui. de notre point de vue humain, en gros, est-ce qu'on a intérêt ou non à lever le voile sur les images? C'est exactement la même question que tout à l'heure, que juste avant. Faut-il percer le mystère de l'image ou, au contraire, faut-il ne pas le percer? Encore une fois, je répète, évidemment, quand on parle de mystère, et c'est là que vous pouviez aussi jouer sémantiquement et grammaticalement là-dessus, jouer avec les mots, mais sans jouer, se jouer des mots, d'accord? C'est pas la même chose, sans faire quelque chose d'artificiel. Bien sûr qu'à un moment donné ou non, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a illustré que l'image est un mystère, productrice de mystère? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de percer ce mystère-là? Et là, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre notamment de si vous avez montré que ce mystère est inéluctable ou pas. Est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne peut jamais connaître dans l'image, d'accord? C'est par exemple la position de Kant. Okay, il y a toujours quelque chose derrière l'image, derrière le phénomène, c'est pas exactement la même chose, mais le phénomène engendre l'image, donc derrière le phénomène et l'image, qui l'appelle le réel en soi, et qu'on ne pourra jamais percer. Pourquoi? Parce qu'il ne se donne justement que par l'image, qui est une sorte de reflet, si vous voulez, de ce réel-là. Mais pour Kant, c'est même pas qu'il faut le percer ou non, ou qu'il ne faut pas le percer, c'est qu'on ne peut pas. Donc, si vous alliez un petit peu dans cette piste, enfin vers cette piste-là, c'était possible de l'aborder, mais encore une fois, je pense, enfin c'était pas le point central du sujet. Le point central du sujet, c'était de se demander en quoi l'image est un mystère. Je répète, hein, parce que c'est important, et c'est notamment important si vous passez HEC-EM Lyon, parce ils raffolent pas mal des sujets génitifs. Il faut d'abord vous demander ce que vous pouvez penser de la nature de la notion, de la nature de l'image, avant de vous demander ce que vous devez faire de ces pouvoirs. C'est important aussi de parler des pouvoirs de l'image, mais ça viendra naturellement dans la réflexion. Ouais, et j'ajoute ce que disait Frédéric, et je trouve que c'est un bon moyen de... Enfin, je sais pas à quel point tu souscris à ça, mais l'idée qu'à un moment dans ta dissertation, il faut quand même parler de l'homme. Si tu n'as rien dit de l'homme, finalement... Mais en fait, dans une dissertation, il ne faut pas parler de quelque chose, parce que dans une dissertation, on ne parle pas de quelque chose, on pense quelque chose. Et la dissertation, c'est quelque chose... Alors, je sais que ce n'est pas forcément l'état d'esprit de beaucoup de candidats, notamment si vous n'êtes pas forcément à l'aise en philo. Mais en fait, la dissertation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement organique, d'extrêmement naturel. Le moment où il faut faire des choses, c'est la problématisation. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument analyser les termes du sujet, ne pas rater certaines définitions, etc. Mais une fois que vous vous dites, je vais faire un plan en 3 parties pour répondre à cette problématique, et pour y répondre, parce que c'est le but du grand 3, c'est pas de raconter votre vie et de faire une thèse sur je ne sais pas quoi, c'est de répondre à la problématique. Là, vous parlez peut-être de l'homme si vos références et si la manière dont vous avez axé votre dissertation va vers ce stade-là. Mais effectivement, pour rebondir sur ce qu'avait effectivement dit Frédéric Bretéché, très souvent, les bonnes troisièmes parties de la dissertation, c'est pas exactement qu'elles parlent de l'homme, c'est qu'elles disent quelque chose justement de la nature de la notion par rapport à ce que nous, en tant qu'humains, et donc en tant qu'êtres finis, en tant qu'êtres qui perçoivent ou qui ne perçoivent pas certaines choses pour l'image, peuvent faire de cette notion. Et par exemple, ici, un grand 3, mais on y reviendra quand on parlera du plan détaillé, c'était de comprendre pourquoi est-ce que c'est, pour nous, pourquoi est-ce que c'est un mystère l'image. Pas pourquoi est-ce que l'image c'est un mystère en soi, mais pourquoi est-ce que pour nous ça reste un mystère. Mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, c'est maintenant, à vrai dire. Hein. Si oui, ouais, okay. Alors, je précise encore une fois, l'analyse écrite de l'ENA est disponible sur le site, mais donc on ne va pas trop s'apesantir sur toutes les sous-parties, mais juste dans les grandes lignes, comment tu arrives de ta problématique à tes 3 parties, comment tu as structuré ça? Ouais, alors, il y a plusieurs manières de créer un plan pour un sujet génitif. Ce qui est pratique quand vous connaissez un petit peu cette histoire de génitif objectif et subjectif, c'est de faire un grand 1 génitif objectif et grand 2 génitif subjectif, ou l'inverse. Mais en général, ça marche mieux dans ce sens-là. Ce que j'ai fait, moi, mais il faut que ce soit dialectique. Ce que j'ai fait, moi, et ce que vous pouvez / devez aussi faire, c'est, dans tous les cas, faire quelque chose de dialectique, tout en considérant que la meilleure option, et ça vaut pour la plupart des sujets, même pour tous les sujets, surtout les sujets génitifs qui peuvent paraître justement descriptifs, la meilleure option, c'est de commencer par tout simplement illustrer le sujet. C'est-à-dire, le mystère des images, ok, en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans les images? Bon, le problème
Et c'est pour ça que vous pouviez en fait aussi le faire en plusieurs parties, c'est que si on veut illustrer vraiment cette expression, le mystère des images, vous avez 3 choses à illustrer, c'est le génitif objectif, le génitif subjectif et le pluriel. Ça, si vous voulez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait mes 3 sous-parties dans mon grand 1, mais vous pouvez aussi décliner ça en plusieurs parties. Mais en tout cas, commencez par illustrer le mystère des images, c'est-à-dire en quoi est-ce que je peux dire que l'image est mystérieuse ou productrice de mystère. Donc, comment est-ce que vous faites pour relier ces 3 points, donc le pluriel et les 2 génitifs? Déjà, il faut que vous considériez à la fois le fait que l'image en elle-même est un mystère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'image appelle à quelque chose d'autre qu'elle-même. C'est-à-dire que l'image, c'est toujours la représentation d'un modèle. Que le modèle soit réel ou pas, mais c'est toujours la représentation de quelque chose. Or, ce quelque chose, par définition, il ne se donne pas directement dans l'image, puisque l'image est toujours un renvoi, et donc une représentation, c'est-à-dire la présentation de quelque chose qui est absent. Et donc, ça ne se donne pas directement. Et c'est en là qu'il peut y avoir un mystère, puisque si ça ne se donne pas directement, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'immédiateté entre l'image et son modèle. Et donc, ça veut dire que le lien entre l'image et son modèle peut être rompu, ce qui fait que nous, devant l'image ou devant les images, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, typiquement, tout à l'heure, je vous prenais l'exemple d'un film de Lynch. Quand on regarde un film de Lynch, enfin, il y a plusieurs autres... il y a plein d'autres réalisateurs, donc c'est le cas. Je pense par exemple à Tim Burton, je pense à Kubrick aussi, qui ont parfois des sujets cinématographiques qui sont franchement un peu ésotériques. Voilà, on ne sait pas trop où ils vont et on ne sait pas trop s'ils vont quelque part. Et en fait, peu importe, mais on se dit, mais comment je fais pour savoir vraiment ce que cette image représente, pour savoir que je ne me trompe pas? Donc ça pouvait être votre première sous-partie, si vous voulez. Deuxième sous-partie, donc là, vous prenez l'autre sens du génitif, c'est-à-dire non pas le mystère comme image, l'image comme mystère, pardon, mais l'image comme productrice de mystère. C'est-à-dire que ce qui peut se passer aussi, c'est que l'image peut être tout à fait claire, tout à fait brute, par exemple la photographie, mais elle peut quand même représenter quelque chose qu'on trouve mystérieux. Par exemple, si vous regardez un tableau, je ne sais pas, du Caravage, et que vous n'êtes pas très familier de l'histoire biblique, vous pouvez très bien trouver, par exemple, un tableau de Salomé et Jean-Baptiste tout à fait mystérieux parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Salomé qui décapite Jean-Baptiste, etc. C'est un exemple stupide, hein, enfin stupide, c'est un exemple comme un autre, mais si vous ne connaissez pas l'histoire du geste créateur derrière une image, par exemple, elle peut vous sembler tout à fait mystérieuse. Un autre exemple, même si ce n'est pas du tout le même registre, c'est les illusions d'optique. D'accord? C'est l'exemple que j'ai pris pour mon introduction. Une illusion d'optique, ça peut vous paraître mystérieux si vous ne comprenez pas le phénomène qu'il y a derrière. Là, on parle vraiment du mécanisme derrière. Et c'est fait exprès, d'accord? C'est volontaire. Donc, ça peut être volontaire ou involontaire. Ça peut être une deuxième sous-partie, c'est-à-dire l'image a le pouvoir de se rendre elle-même mystérieuse. Volontairement ou involontairement, mais elle peut le faire. Et troisième sous-partie, tout ça, ça empire dès qu'il y a plusieurs images, en fait. Par exemple, je reprends encore une fois l'exemple du cinéma. Quand vous avez une pluralité d'images, cette abondance-là peut faire que c'est d'autant plus difficile de déchiffrer l'image, d'accord? Donc tout ça, ça peut être une partie où vous illustrez le mystère des images. Et avec cette troisième sous-partie où vous prenez en compte la pluralité des images, ça vous permet vraiment d'insister sur cette histoire de pluriel parce que c'est vraiment très important. Donc ensuite, là vous avez dit, voilà, c'est vrai, il y a du mystère dans les images. Dans une deuxième partie, vous pouvez vous demander si justement c'est vrai pour toutes les images, en rebondissant encore une fois sur cette pluralité. Et donc là, en fait, vous jouez sur plusieurs aspects du pluriel, c'est-à-dire qu'à la fois, les images, ça peut être le moment où vous avez plusieurs images devant vous, typiquement le cinéma, parce que vous savez, je pense à ce stade, que le cinéma, c'est juste, la vidéo de manière générale, c'est juste une succession d'images, d'accord? Donc, c'est vraiment juste beaucoup d'images qui arrivent d'un coup et dont on ne peut pas saisir la chaîne. Mais vous pouvez aussi parler des différents types d'images, et vous devez parler des différents types d'images, parce que la clarté d'une image et donc son caractère énigmatique, c'est pas du tout la même que l'on parle d'une photographie d'une part, qui est vraiment le type d'image le plus brut, ou que l'on parle même de la perception, hein, parce que la perception, c'est une image. Ça, pareil, je vous renvoie à Kant, ou je vous renvoie à d'autres auteurs aussi, par exemple ceux qui parlent de la photographie. C'est pas du tout la même chose que des images qui figurent, mais parce qu'elles ont quelqu'un de créateur derrière qui figure selon sa volonté. Donc là, dans cette deuxième partie, vous pouvez vous demander tout simplement, est-ce que c'est vrai que toutes les images sont vectrices de mystère ou sont elles-mêmes quelque chose de mystérieux? D'accord. Dans une troisième partie,
Et je rappelle, d'un point de vue méthodologique, que la troisième partie, ce n'est pas juste une sorte de joker que vous me sortez de je ne sais où, notamment de plans préconçus qui sont absolument inutiles et intellectuellement abominables. C'est vraiment quelque chose qui doit reprendre le cours de votre première et de votre deuxième partie pour proposer quelque chose qui dépasse ces deux parties, mais c'est-à-dire qui garde en elle-même les acquis de ces deux parties. Donc, vous avez à la fois montré qu'il peut y avoir quelque chose de mystérieux dans l'image et que l'image a le pouvoir de rendre son objet mystérieux en transfigurant le modèle, mais vous avez aussi montré qu'il n'y a pas toujours du mystère dans l'image. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vous demander, même quand l'image n'est pas mystérieuse en elle-même, est-ce qu'elle ne peut pas, d'une certaine manière, avoir quand même un rapport avec le mystère? Et quel est donc ce mystère-là? Et est-ce que ces mystères-là ne sont pas justement pluriels? Là, vous jouez aussi avec le pluriel en vous disant, bah, si on a un pluriel des images, on a peut-être aussi un pluriel des mystères. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez aussi vous intéresser au pouvoir de l'image, qui est celui de révéler des mystères qui ne sont pas en elle, et qui sont donc à l'extérieur d'elle, donc typiquement dans la nature, dans le réel, dans le monde, mais qui ne se révèlent que par l'image. Donc ça, par exemple, c'est le rôle de la métaphore chez Hegel. Okay, qu'est-ce que c'est que la métaphore? Enfin, c'est le rôle de la poésie de manière générale chez Hegel, qui est pour Hegel l'image par excellence. Après la sculpture, l'architecture, la peinture et la musique, dans l'ordre, vous avez l'art des arts, qui est la poésie pour Hegel, qui est en fait l'art par excellence. Pourquoi? Parce que son image permet de révéler ce qu'il y a de plus noble dans l'esprit humain, ce que le langage lui-même ne peut pas faire. Et donc, cette image-là permet de révéler, si vous voulez, ce que le langage ordinaire ne pourra jamais révéler. Et c'est pour ça que c'est l'art le plus noble. Et là, vous avez vraiment l'idée que peut-être que l'image ne recèle pas en elle-même des mystères, mais en tout cas, elle permet de révéler des mystères qu'elle est la seule à pouvoir faire figurer. Par exemple, vous pouvez réfléchir au rapport entre l'image et le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps par définition? C'est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose d'éphémère. Il n'y a que l'image qui peut révéler ce mystère-là qu'on ne peut pas saisir nous-mêmes par la perception, mais que seule l'image peut figer. Par exemple, un tableau, ça peut être aussi d'autres tableaux. Vous pouvez penser par exemple au tableau de Dali, enfin, vous pouvez penser à plein de représentations du temps, pas forcément d'ailleurs que par la peinture, mais la peinture, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une des formes figuratives les plus figées. Okay. Ouais. Ok. Je lisais un peu aussi les commentaires. Alors, un qui m'a fait rire, je pense qu'on t'a jamais fait cette blague. Top 2, Léna Situation, top 1, Léna Rédac MCG. Merci pour vos conseils. Non, il y a un truc aussi. Bon, alors, c'est dit sur le ton de la blague. Alors, pardon, oui, voilà, j'allais réagir à ça. J'ai jamais dit ça, ouais. Hein, non, pas du tout. Ah, non, mais... si, pardon. Si, parce que tu l'as dit, mais... Alors, c'est pas la personne qui est inutile et abominable, c'est le plan préconçu. Enfin, ça, oui, non, mais c'est ça. Mais même, tu vois... Faut arrêter. Enfin, vraiment. Puis, oui. Honnêtement, enfin, c'est peut-être un peu paternaliste ce que je vais dire, mais je vous le dis vraiment en tant que personne qui a passé des concours, mais en veux-tu, en voilà, pendant des années, et qui maintenant est de l'autre côté et qui corrige des dissertations. Déjà, un, le plan préconçu, on le voit tout de suite, d'accord? Et deux, vraiment, vous vous tirez une balle dans le pied avec vos plans préconçus. Vous avez l'impression que ça vous fait gagner du temps, mais pas du tout. Enfin, vraiment pas. Enfin, vous méritez mieux que les plans préconçus. Enfin, franchement, voilà, j'ai pas d'autre manière de le dire. Intellectuellement, c'est malhonnête, et puis vous méritez mieux que de juste recracher quelque chose que quelqu'un d'autre vous a donné en vous disant t'inquiète, c'est ma méthode miracle. Non, c'est pas possible. Déjà, alors oui, déjà intellectuellement, mais même imaginons que toi tu t'en fous, tout ce que tu veux c'est HEC, peu importe, enfin tu vois, en vrai de vrai, les profs, enfin les concepteurs pour en connaître pas mal, ils sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a pas mal de gens qui vendent des dissertations uniques, etc. Donc ils font hyper gaffe. Déjà, tous les mecs qui font des dissertations préconçues, ils les connaissent. Ils lisent les dissertations préconçues et quand ils voient des... Ils s'en vantent. Ils reviennent, ils sont pas cons, ils connaissent et ils te chlashent. Et je sais de source sûre que la consigne qui est donnée, c'est que quand une dissertation préconçue est identifiée, la note est capée à 8, déjà. Donc, oui, donc déjà, au max, tu as 8 sur 20. En fait, le problème avec le préconçu, c'est que par définition, ce n'est pas dans le sujet. Alors, bien sûr, oui, vous pouvez l'ajuster, mais en fait, le gain de temps que vous pensez avoir, finalement, même d'un point de vue strictement rentabilité, c'est-à-dire calcul coût gain, ben, en fait, c'est stupide. Pourquoi? Parce que
vous allez passer plus de temps à essayer d'ajuster ce plan à votre sujet exact. Et encore, si vous prenez ce temps-là, parce qu'en général, quand on utilise des plans préconçus, on ne prend pas ce temps-là. Mais même si vous le faites, vous perdez juste un temps fou alors que vous pourriez juste, je sais que c'est difficile, enfin vraiment, je sais que c'est pas facile. Voilà, vous n'êtes pas en Cagne, c'est pas une de vos matières, disons, phares. Je sais que c'est pas forcément facile de se lancer dans un sujet de disserte et d'essayer de produire un plan, mais vous gagnez du temps, vous gagnez aussi de l'honnêteté intellectuelle, ce qui est pas rien, voilà. Mais vous gagnez surtout des points, en fait, parce que tout simplement, il vaut mieux faire un plan qui est un petit peu bancal, voire pas forcément très bon, mais qui est dans le sujet, plutôt que de sortir un plan préconçu parce que ça vous fait gagner du temps, mais qui en fait vous fera stagner à 8. Pourquoi? Parce que c'est du hors-sujet. Et le hors-sujet, ça va pas plus loin que 8. D'accord? Ouais. Vraiment, ne payez pas pour ces choses-là. Ne lisez pas ces choses-là. Enfin, non, ça ne sert à rien. Et vous valez vraiment mieux que ça. Enfin, franchement, je ne peux pas le répéter suffisamment. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. Il y a plein d'autres questions, on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter parce qu'il faut qu'on passe aux maths. J'en trouvais une assez intéressante d'Alexandre. De la même manière qu'on a dit que l'image et les images n'étaient pas pareilles, ici on avait le mystère et pas un mystère. Sous-entendu, il n'y a qu'un seul mystère bien identifié. Oui, alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, le D, c'était vraiment crucial que vous le commentiez, parce que c'est pas, encore une fois, la même chose de parler du mystère de l'image que de parler du mystère des images. Ok, parce que ça appelle à vous demander justement si on peut subsumer cet aspect mystérieux de l'image sous un seul type d'image, alors que l'image, par définition, ne peut pas être conçue comme étant unique. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, le caractère mystérieux d'une image vient peut-être aussi du fait qu'elle est plurielle, qu'elles sont plurielles, pardon, qu'elles se succèdent. Donc ça, c'était le des images. Maintenant, le mystère. Alors, si vraiment vous aviez le temps, je pense que c'était très malin de aussi commenter peut-être à la fin, comme je l'ai fait dans mon analyse du sujet, et dans le corrigé que je vous propose, de commenter le mystère. Parce que à partir du moment où vous avez des images et qu'il y a certaines images qui peuvent être mystérieuses et d'autres non, mais vous avez forcément des mystères. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, toutes les images ne représentent pas la même chose et donc toutes les images ne pointent pas vers le même mystère. Donc vous pouvez avoir une pluralité de mystères, oui. Ok, parfait. Et pardon, je reprends peut-être juste une dernière question, après on va switcher. C'est quand les maths? Très bientôt. On s'y met dans 5 grosses minutes. Ok, tac, tac, tac. Ouais, Jean, je trouvais ça intéressant aussi sur. On a toujours peur de faire de hors-sujet, hein, c'est la grande crainte, notamment en philo. Enfin, culture générale, pardon. Est-ce que c'est hors-sujet de parler du mystère des images en lien avec ce que l'image occulte lorsqu'elle sélectionne son sujet? Alors, Donc en gros, je sais pas, une représentation. Enfin, oui, vas-y, t'as compris, j'imagine. oui, alors bon, on n'en a pas trop parlé, mais il y avait aussi quelque chose de très important, à la fois sur le rôle du spectateur, donc qui essaye de déceler ce qu'il y a derrière le mystère, et sur le rôle de l'artiste, quand on parle des images figuratives et des images volontaires. Effectivement, alors ça dépend de l'artiste, parce que par exemple, si on fait la distinction classique entre l'artiste et le génie, c'est-à-dire entre l'artiste qui fait quelque chose de volontaire et le génie qui fait quelque chose d'involontaire, vous avez chez l'artiste la volonté de produire une certaine image et de produire une certaine représentation d'un sujet donné. Sauf qu'effectivement, l'artiste, il est face à des obstacles et là, vous pouvez être extrêmement concret, d'accord? C'est-à-dire, quelles sont les conditions de création d'une image? Et bien, en fait, il y a de la matière, d'accord? Il y a des conditions matérielles, il peut aussi y avoir des conditions économiques, parce que j'ai vu passer un message qui parlait un petit peu de ça, c'était aussi intéressant. Il peut y avoir des choses qui font que l'image en elle-même, le produit fini, si vraiment on le conçoit comme quelque chose qu'on fabrique, c'est-à-dire matériellement, il peut y avoir un écart entre l'image idéalisée de ce qu'on a voulu produire et le produit effectif. Et donc, effectivement, là, il y a quelque chose de mystérieux. Pourquoi? Parce que dans le geste de création de l'artiste, pardon, c'est-à-dire dans le geste qui fait que l'on passe d'une idée de l'image à l'image effective, il peut se passer quelque chose qui est totalement mystérieux, c'est-à-dire peut-être que l'artiste finalement n'était pas si inspiré que ça, et donc finalement il a fait une image différente que ce qu'il voulait, ou au contraire peut-être qu'il s'est laissé porter par l'inspiration, ça c'est le cas du génie par exemple, et que donc il produit une image qui a quelque chose de mystérieux au sens vraiment de son origine, de l'origine de l'image, c'est-à-dire je n'arrive pas à remonter à l'origine de cette image. Je n'arrive pas à remonter au modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passage entre le modèle et l'image. Donc, c'était pas forcément hors sujet, c'était même pas du tout forcément hors sujet, mais encore une fois, ça dépend de la manière dont c'était inséré dans la réflexion globale.